Gabriel Plassa. Donc, vous êtes le fondateur à l'ADEME de la Fabrique de la mobilité, qui est un think tank, un lieu d'espace, un espace d'open innovation, un écosystème innovant autour de la question de la mobilité. On va parler du futur, on va parler du futur de votre organisation, on va parler du futur de la mobilité. Peut-être d'abord, deux mots. Vous, en tant qu'organisation, vous avez décidé de quitter le berceau de l'ADEME et de vous autonomiser, de devenir mobile, de devenir une association, et même une association qui peut se dupliquer un peu partout dans le monde, y compris au-delà de la France. Racontez-nous cette fantastique aventure d'un fonctionnaire, entre guillemets, parce que vous étiez tout de même dans la fonction publique, même si vous m'expliquiez que vous n'étiez pas complètement fonctionnaire, qui devient un papillon et s'envole pour le monde. Oui, la Fabrique des mobilités, on a pensé dès le départ que ça doit être un système, une solution réplicable. Donc ça permet de produire des ressources ouvertes et mutualisées. L'ADEME a accompagné la naissance et les 2 premières années de ce dispositif. Et puis là, on a donc décidé de créer une association pour permettre à cet écosystème d'adhérer au développement de cette solution-là. Alors il y a plusieurs intérêts. D'abord de réduire le coût de la dépense pour l'ADEME. Et puis également d'impliquer les différents acteurs de l'écosystème pour eh bien leur permettre à la fois de soutenir la démarche et de s'y investir plus particulièrement. Et puis également, dernier point, comme vous l'indiquez, de permettre une réplication dans d'autres territoires. Donc on a commencé à nouer des relations en Amérique du Nord, au Canada. Et puis on a des pistes également avec l'AFD en Afrique pour utiliser les mêmes principes et outiller d'autres écosystèmes innovants qui vont donc réutiliser à la fois les communs qu'on a développés, mais aussi les méthodes et la façon de produire des ressources mutualisées en Amérique du Nord ou en Afrique, pour finalement avoir un réseau. La vision, c'est d'avoir un réseau de fabriques qui fonctionnent à travers le monde. Et donc, cette fabrique de la mobilité qui peut se répandre comme ça, qui peut se dupliquer de manière fractale, elle travaille sur le futur de la mobilité. Alors, on l'a un peu évoqué dans les dernières vidéos, les 2 premières vidéos. On parlait du passé, de votre parcours, du présent, où en étiez-vous aujourd'hui. Mais au fond, on a encore assez peu parlé du futur de la mobilité. Alors, comment voyez-vous le futur de la mobilité ? Bien on a évoqué dans la 2e vidéo la montée en puissance des plateformes numériques, Google ou Uber par exemple, ou les équivalents chinois, Beidou ou Didi en Chine. Je pense pour que l'Europe puisse trouver une place dans ce développement-là, les mécanismes qu'on propose dans la fabrique, qui est donc de créer des communs, de mettre en réseau des acteurs pour constituer des actifs et permettre aux entrepreneurs d'aller plus vite, c'est pour nous une solution qui nous semble une des meilleures solutions en fait, pour dynamiser les acteurs et l'écosystème européen. Aujourd'hui, les perspectives qu'on peut voir en matière de mobilité, eh bien oui, c'est la montée en puissance des acteurs du numérique qui, d'une part, disposent d'une qualité de relation avec le citoyen qui est sans commune mesure avec les acteurs historiques du transport, qui permettent bien d'avoir des échanges quotidiens. Ils ont développé déjà une infrastructure technique, cartographique, notamment qui permet de faciliter le développement des transports. Et puis certains acteurs comme Google travaillent sur des projets très concrets de voitures autonomes, étant entendu que ça peut être vu comme un prolongement des voitures qui circulent déjà dans les rues de Street View. Eh bien, ces robots-là vont indexer le monde physique, prendre des photos, maintenir la connaissance du monde physique en circulant, tout en transportant des personnes à bord de ces véhicules, mais finalement le transport est un coproduit de la création première de la raison d'être des voitures autonomes pour les acteurs numériques, qui est la création de l'information, la structuration et l'indexation des connaissances. Oui, alors là, on est presque dans un scénario à la Matrice, à la Matrix, à la Matrice et au transhumanisme. C'est-à-dire que demain, les êtres humains ne serviront plus qu'à fournir un prétexte aux robots pour devenir chaque instant plus intelligents. Et nous serions complètement dépassés par une intelligence artificielle qui nous gérerait et en même temps qui nous accepterait le temps
qu'il voudra bien nous accepter, parce que finalement, pourquoi accepterait-elle des êtres assez peu prédictibles et qui ont mis en danger la planète, alors qu'elle saura beaucoup mieux gérer la planète que nous? Dans un premier temps, là, les êtres, ils vont quand même payer pour le déplacement, donc ça va être quand même assez intéressant pour le dispositif. Dans tous les cas, cette vision, aux États-Unis, elle est assez claire. En Chine, elle est en train de se développer avec les acteurs industriels, également les autorités publiques chinoises qui ont vraiment la volonté d'être leader au monde en matière d'intelligence artificielle, donc de voitures autonomes, parce que c'est quand même extrêmement lié. Et donc la place est à trouver pour le continent européen, pour ces industries, et également pour la façon dont les citoyens vont se déplacer. Est-ce qu'on va intégrer ou être obligé d'utiliser des solutions techniques qui viennent de Chine ou des États-Unis, ou est-ce qu'on va faire émerger une filière industrielle nouvelle, comme a émergé après la calèche une filière industrielle nouvelle qui était l'automobile, le pétrole, les pneus, etc., etc. Donc là, s'invente un nouvel écosystème industriel et l'Europe doit y trouver sa place. Oui, mais alors l'Europe, est-ce qu'elle n'est pas déjà en train de partir trop tard entre la Chine qui a la maîtrise de son territoire et qui se protège de toute incursion étrangère et au contraire les Américains qui envahissent tous les territoires possibles, sauf finalement la Chine, et qui sont dotés de moyens colossaux, puisque là on est en train de parler de sociétés qui sont parmi les premières capitalisations mondiales, qui sont devenues en une dizaine d'années, alors que dans le siècle dernier, on mettait un siècle à devenir une grande entreprise, une entreprise mondiale. Là, en une dizaine d'années, même en quelques années, Google est devenu une des premières capitalisations boursières du monde, sans parler de Apple, qui lui-même aussi travaille sur ces sujets. Comment la France ou l'Europe pourrait se positionner par rapport à ça, sachant que on parle de milliards, on parle de centaines de milliards, et que dans une certaine mesure, aussi on parle justement d'une capacité à faire travailler des gens entre eux à très haut niveau, etc. Oui, je pense qu'il y a plusieurs niveaux de réponse. Je pense que l'Europe ne peut pas faire l'économie de devenir une puissance mondiale en matière d'intelligence artificielle. Je ne sais pas comment, mais en tous les cas, il faut qu'elle y mette les moyens. Ensuite, je pense que les villes aussi ont un rôle à jouer au niveau mondial pour avoir des relations avec les plateformes numériques et un peu plus équilibrées, pour que les plateformes intègrent des mesures de politique publique des villes, chose qu'aujourd'hui elles ne font pas. Et l'Europe ou la France pourrait aussi nettement progresser, c'est ce qu'on voudrait faire dans la fabrique des mobilités, sur la combinatoire en fait, des solutions de mobilité. C'est-à-dire être à la fois des producteurs de solutions de mobilité, mais surtout des experts dans la combinatoire. Et on peut aussi dire que l'avenir de la mobilité, c'est quand même la marche, le vélo, les transports collectifs. Oui, il y aura peut-être des voitures robotisées, mais c'est d'abord ces fondamentaux-là. Comment on les développe au niveau d'un territoire? Comment on fait pour que chaque territoire puisse imbriquer un certain nombre de solutions adaptées à son cas, sans avoir à les réinventer facilement, et qu'on ait donc une bibliothèque de solutions de mobilité facile à organiser, à orchestrer, avec des acteurs territoriaux qui savent manipuler ça. Ça, c'est peut-être ça, la vision de la mobilité du futur en France et en Europe. Alors on peut faire un retour sur le futur. Je reviens de Chine et j'ai été étonné de voir effectivement des vélos en open source, c'est le cas de le dire, des vélos que je pouvais emprunter avec une carte bleue, des vélos qui n'étaient pas attachés à des bornes, contrairement aux autres. Et je me suis dit, ça y est, la mairie de Lille a lancé un nouveau parc de vélos. Et c'est à ce moment-là que vous m'avez dit, non, ce n'est pas du tout des vélos de la mairie, bien que ce soit un bien commun, une activité sociale, puisque très souvent ces vélos étaient développés avec leurs bornes pour créer une mobilité douce, moins polluante et tout ça, mais le modèle économique n'était pas évident. Et là, les Chinois arrivent avec leurs vélos moins chers, j'imagine, un peu moins chers. Et en plus, ils n'ont plus de bornes, c'est le cas de le dire, c'est-à-dire qu'on peut les laisser n'importe où, on peut les récupérer n'importe où. Donc ça crée une mobilité encore supérieure. Est-ce que vous pouvez commenter cet événement incroyable ?
Eh bien, c'est une illustration aussi d'acteurs qui pensent numérique, hein, c'est-à-dire que pour le numérique, le territoire, en fait, c'est un élément comme un autre, mais ils n'ont pas été obligés d'échanger avec la municipalité pour s'implanter, puisqu'il suffit de mettre les vélos, ils sont gérés par des plateformes numériques. À l'inverse des solutions avec station, qui obligent un discours avec la municipalité, des marchés, etc. Et donc c'est un exemple assez illustratif d'acteurs qui pensent la mobilité par le numérique, avec les dommages collatéraux que ça occasionne, puisque là les vélos ils occupent l'espace public. Donc il y a des avantages et des inconvénients. Il va falloir qu'on trouve les bons dosages pour qu'il n'y ait pas non plus 10 opérateurs de vélos par territoire, mais qu'on ait bien des solutions efficaces pour les citoyens. Alors nous, dans la fabrique, on réfléchit à offrir une solution un peu alternative. L'idée, ça serait de permettre à des associations qui recyclent des vélos, ça existe à peu près dans toutes les grandes villes, et bien de les équiper d'un système de gestion d'une flotte de vélos open source qui leur permettent de faire la même chose, de la location de vélos, mais cette fois-ci avec des vélos recyclés. Et l'association les maintiendrait, ferait la maintenance et ça permettrait également de rapporter un petit peu d'argent à l'association. C'est une solution un peu adaptée. Ça, c'est la version sociale. Adaptée. C'est la version sociale et écologique, parce qu'en même temps, on recycle des vélos anciens. Exactement. Et en plus, chaque vélo est différent, etc. Alors, est-ce que vous voyez, ça sera le mot de la fin, est-ce que vous voyez la fin de la voiture individuelle est-ce que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, à un certain horizon, plus personne n'aura de voiture? Ou est-ce que peut-être ça va être réservé à des gens très riches qui voudront avoir leur voiture, comme d'ailleurs ils ont 10 maisons qu'ils n'utilisent pas? Alors, oui, je pense que pour les gens très riches, oui, il y aura toujours cette idée-là. Moi, je vois plutôt en biseau. Tout ce qui développe aujourd'hui peut permettre à un ménage de supprimer la 3e voiture ou la 2e voiture. Et plus ces dispositifs vont être faciles à utiliser, on peut imaginer des forfaits. Il y a quelques entreprises qui commencent à imaginer ça, des forfaits de mobilité. Vous auriez un forfait à 100 € par mois avec un peu de taxi, du transport collectif, des VTC, des vélos, de la location de voitures, etc. Un package facile à utiliser. Puis des forfaits premium d'ailleurs, où vous pourriez peut-être une semaine prendre l'avion, ou une semaine avoir une voiture à vous, et puis changer de voiture, avoir une voiture et puis à l'inverse, des forfaits moins chers, où vous pourrez avoir un minimum de mobilité. Donc je vois plutôt comme ça, des gradations dans la mobilité. Et là, tout est imaginable d'ailleurs. C'est un champ nouveau à la fois pour les acteurs marchands, mais également pour l'État. Une fiscalité complètement nouvelle à réimaginer, puisqu'on peut taxer et récompenser différemment. Et puis évidemment, oui, pour le luxe, on aura probablement toujours des gens qui vont acheter des robots. Bon, Tesla, c'est un peu ça, le Tesla demain, ou Mercedes demain, ou des grands... en fait, cette portion-là, elle aura tendance à se réduire pour aller vers de la mobilité, parce que c'est... Parce que ça me fait penser à la question qu'on m'a posée lorsque j'avais une vingtaine d'années, c'est-à-dire fort longtemps, il y a peut-être une quarantaine d'années, qui étaient des parents qui nous posaient la question aux jeunes, en nous montrant les premières montres à quartz et en nous demandant est-ce que ça va marcher. Et avec la terreur dans les yeux, en se disant toutes les autres montres vont être totalement abandonnées, puisque pourquoi une montre qui vaut 10 €, plus personne ne va vouloir des montres à 1 000 € ou à 10 000 €. Or, au contraire, on a vu les deux se développer, et les montres de luxe, les montres mécaniques, les montres traditionnelles exploser, alors que par contre, effectivement, ça a été le milieu de gamme qui a été touché et remplacé effectivement par des montres à quartz beaucoup moins chères. Alors dans la mobilité, il y a un acteur qui est non négligeable, en fait, qui est le territoire, qui est en train de... Aujourd'hui, les villes, on voit bien que les grandes villes mondes, Paris, Londres, et puis probablement des villes chinoises, vont dicter en fait l'agenda des technologies, puisqu'elles sont déjà en train de dire à tel horizon, il n'y aura plus de voitures thermiques dans la ville, tel horizon, ce sera que des véhicules électriques.
Et moi, j'avais entendu la responsable, la maire de Göteborg, qui parlait de driverless city, c'est-à-dire non pas des voitures sans conducteur, mais des villes sans conducteur. C'est ça. Et d'un point de vue politique, s'il n'y a plus de conducteurs dans la ville, tout le monde est sur un pied d'égalité, il n'y a que des passagers, on est tous passagers. Et donc, il n'y a plus d'avantages à donner aux conducteurs, c'est-à-dire des places de parking, etc. Et on réaménage la ville complètement à partir de là. Donc, je pense que les villes elles vont avoir un rôle grandissant dans les agendas et dans les technologies et dans le futur de la mobilité. Oui, alors on peut imaginer par contraste, exactement comme les parcs naturels se sont créés par amour de la nature sauvage qui avait tendance à disparaître alors que pendant des millénaires, elle a dominé l'ensemble de la planète. Là, on pourrait très bien imaginer qu'il y ait des parcs pour conducteurs humains, avec d'ailleurs plein de rembourrages partout, parce qu'on se dira qu'ils sont vraiment irresponsables, surtout que là, ils n'auront plus tellement l'occasion de conduire. Et il y aura les pauvres êtres humains qui iront dans le parc conduire ceux qui sont nostalgiques, qui sont passionnés par la conduite elle-même. Dans votre forfait mobilité, vous aurez une option le week-end pour aller faire des tours sur un circuit, parce que vous en avez... Voilà, c'est exactement ça. Merci Gabriel Plassa. Donc, nous avons évoqué dans ces 3 vidéos votre parcours, votre actualité, et 3, le futur, ce qui nous passionne toujours, le futur, à quoi ressemble la voiture demain. Merci, et la mobilité plus générale. Merci.